Le futur de la publicité est-il inapte, la publicité ciblée? Alors on en parle tout de suite avec Vadim Vichman, directeur général du cabinet de conseil en marketing digital Wiz Genève, qui est en cours d'ouverture, si j'ai bien compris. Mais vous êtes également rapporteur de la commission publicité au sein du Mobile Marketing, de la Mobile Marketing Association France. Avec nous également Jérôme Bouteiller, que tout le monde aura reconnu, fondateur d'Écran Mobile, spécialiste du marketing mobile et chroniqueur chaque semaine de l'actualité économique du secteur dans Smartech. Alors, on va commencer par peut-être répondre de manière la plus ouverte possible déjà. Est-ce que le futur de la pub ciblée, vous le voyez inapte? Si oui, pourquoi? Et ensuite, on va expliquer quel est le détail de ce qui va se passer dans les mois à venir. Qui veut se risquer sur une réponse? Je t'en prie, Jérôme, si tu veux commencer. Allez, Jérôme. Ah oui, moi je pense que le futur de la publicité, il est inapte. D'une part, parce que les inventaires sont en train de majoritairement basculer dans cet environnement mobile, qui est distinct du web. Et d'autre part, parce que c'est un environnement qui va offrir, dès l'année prochaine, plus de capacité de ciblage que le web, notamment en raison de la fin programmée des cookies. Alors, on y va. Donc, les cookies, fin programmée des cookies. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis? Il s'agit précisément des cookies tiers. Tout à fait. Qu'est-ce qui va se passer? Alors en fait, cet écosystème, donc c'est vrai que le mobile est assez spécifique. C'est le seul device qui a à la fois un écosystème web mobile et un écosystème in-app, donc deux écosystèmes en un, en fait, en un seul device. Et sur la partie web mobile, donc qui est concernée par les cookies, notamment les cookies tiers, elle est menacée par trois natures différentes. Premièrement, législatif, donc avec la e-privacy en 2002, la RGPD en 2018 et la CNIL qui applique depuis le 1er avril, donc depuis quelques jours, l'obligation pour les éditeurs d'avoir un consentement clair, éclairé, explicite de la part donc, de tous les éditeurs sur le marché. Donc ça, effectivement, ça met un frein quand même sur ces cookies tiers. En fait, ça les interdit pas, ça n'empêche pas d'installer des cookies, c'est juste que on va avoir moins d'utilisateurs qui, naturellement, vont pouvoir être tracés, puisqu'il va falloir qu'ils donnent leur accord. Tout à fait. Parce qu'il faut déjà qu'ils donnent leur accord. Exactement. Il faut qu'ils donnent leur accord, et ça va être donc la facilité, l'accès à ces cookies-là pour les éditeurs et pour tout l'écosystème un petit peu tiers qui va être renforcé. Ensuite, on a une nature technologique. Donc, effectivement, on a les GAFA. En fait, on a Google et Apple qui mettent en place aussi la Privacy Sandbox côté Google et Apple ATT. On pourra en reparler par la suite côté Apple, qui vont effectivement mettre aussi un frein et donc une chute du consentement et donc une chute des volumes, en tout cas, de ces données-là. Qu'est-ce que veut faire Google? Est-ce qu'on peut préciser les choses, Jérôme? Alors peut-être déjà rappeler ce que c'est qu'un cookie. C'est une technologie qui a été inventée il y a 25 ans par Netscape, qui était le pionnier des navigateurs web dès les années 90 et qui permettait de reconnaître un internaute, par exemple, reconnaître un panier d'achat lorsqu'il revenait sur un site web, lui réafficher ce qu'il avait déjà mis au panier d'achat. Donc une technologie un petit peu pratique qui allait à l'encontre un petit peu de la philosophie du web qui était juste un mode de consultation. Dans le navigateur, on ne pouvait normalement que lire sur un serveur. Donc là, on avait fait une petite entorse en pouvant écrire un peu sur l'ordinateur de l'internaute. À cette époque-là, ça avait déjà fait grincer des dents, mais ça avait été accepté. C'était devenu une technologie normalisée sur le web et qui a été adoptée par les acteurs de la publicité, notamment pour mesurer la pression publicitaire, pour cibler les internautes et pour recibler les internautes. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on a découvert l'existence des cookies. Parce que ça permet aussi une fluidification du trafic sur le web. On peut se connecter plus vite, on tape le début des mots et puis la suite s'affiche. C'est ça, ça reste un outil pratique, mais c'est vrai qu'il y a aussi un usage publicitaire, notamment avec des cookies tiers qui a parfois un peu... Alors tiers, pourquoi est-ce qu'on précise cookies tiers? Parce que c'est fourni par une autre entreprise que celui qui va gérer le site web. Donc, par exemple, sur un site e-commerce, ça va être vos propres cookies et vous allez pouvoir d'ailleurs continuer à les diffuser. Sur les cookies tiers, ça va passer par les acteurs de la publicité via des places de marché. Et là, effectivement, il y a un questionnement. Et on en vient effectivement aux annonces qui ont été faites par Google qui souhaite, sur la future version de Chrome, et Chrome, c'est quand même un navigateur web qui a les 2 tiers du marché, à terme, arrêter Alors, qu'est-ce qui gêne Google? Il n'est pas en train de dire on va arrêter de cibler, de faire de la publicité ciblée, parce que Google, c'est un acteur majeur de la publicité. Il est en train de dire on va changer de technologie? Il est surtout en train de dire qu'il va sécuriser ses cookies tiers au sein de son propre navigateur. Donc effectivement, c'est tout à fait ce que tu viens de dire. C'est que on va plus avoir, pour les partenaires tiers, encore une fois, ils vont
plus difficilement avoir accès à ces cookies sur l'écosystème Chrome qui effectivement représente 60% de part de marché, en tout cas en France. En fait, la Google Privacy Sandbox, c'est quoi? Ça implique une centralisation des cookies au sein du navigateur qui va redistribuer les données, les segments d'audience, les segments data dans le monde publicitaire aux acteurs via des API. Donc en fait, c'est un contrôle de Google. Google reprend encore plus la main et contrôle encore mieux effectivement toutes ces données-là. Il va forcément avoir des implications très fortes côté éditeur, côté annonceur, de prendre en charge et de prendre en compte ces changements-là. Et pour Google, la redistribution de ces données via des API, elle se fera via des segments d'audience que Google va qualifier et non plus des acteurs tiers. C'est-à-dire que c'est Google qui va qualifier les segments d'audience. Ils vont faire donc des cohortes, ce qu'ils appellent des cohortes de segments. Donc c'est à minima 5000 personnes, ce qui leur permet d'anonymiser un petit peu ces données-là et donc les redistribuer au marché. Donc là où déjà Sachant Google... qu'en plus, c'est quand même le navigateur dominant en France, j'imagine ça pose quelques questions. Vous avez écrit une lettre à ce sujet, je crois, au sein de l'association. L'association, la Mobile Marketing Association France, avec 15 autres associations, on a écrit une lettre ouverte au PDG d'Apple pour l'alerter. De Google ou d'Apple? D'Apple, pardon. Oui, la lettre ouverte, c'est sur oui, Apple. alors d'accord. Alors donc, on va quand même terminer sur Google. On ne va pas aller trop vite. Mais en tout cas, sur le web, on va effectivement basculer d'une logique de ciblage individuel avec le cookie à une logique de ciblage par cohorte avec, Vadim l'avait expliqué, des groupes de 5000 personnes qui sont assez cohérents en termes d'affinité. Donc on pourra continuer à faire un ciblage de groupe, mais ça sera effectivement un ciblage un petit peu moins précis. Et si on en croit les annonces de Google, le déploiement de cette technologie qui s'appelle la Privacy Sandbox, c'est dès 2022. Donc pour tous les acteurs de la tech, qui étaient déjà assez bousculés par la montée en puissance du RGPD, tout un tas de nouvelles règles, voilà, il y a cette date limite 2022 dans le monde. Alors ça sera peut-être un peu plus tard en Europe, parce qu'apparemment il y aurait peut-être avec le RGPD des complications, mais en tout cas, on sent la volonté des acteurs, notamment américains, du secteur des navigateurs web, Apple et Google, de contrôler énormément l'usage de ces technologies-là. Et donc, effectivement, le futur de la publicité ciblée, il ne sera peut-être plus sur le web, il sera dans d'autres écosystèmes, et notamment les applications. Alors, on en vient à Apple, parce qu'on a vu une vidéo, on l'a diffusée d'ailleurs dans Smart Tech, une vidéo de Tim Cook qui se positionne comme un défenseur de la vie privée. Il en appelle même à chaque citoyen à prendre conscience de l'importance de la protection de ses données et à lutter contre un ultra-ciblage sur le web et sur le mobile. Vous ne l'entendez pas de la même oreille, vous, visiblement. Alors c'est un angle marketing aussi que Apple a depuis plusieurs années. En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est eux qui ont créé l'IDFA, donc l'identifiant publicitaire anonyme sur l'écosystème mobile. C'est eux, effectivement, qui ont créé donc, cet identifiant-là. Et aujourd'hui, ils arrivent effectivement avec un discours et un angle de se dire on veut sécuriser pour les consommateurs leurs données personnelles à travers effectivement la mise en place d'une nouvelle pop-up. Donc c'est le fameux Apple ATT. C'est l'obligation pour tous les éditeurs applicatifs d'inclure une pop-up de consentement auprès des utilisateurs concernant le traçage publicitaire. En fait, il fait du RGPD. Il fait du RGPD. Worldwide. Voilà. Exactement, il fait un RGPD. Il adopte le règlement européen. Eh bien non, c'est là le problème. Et c'est pour ça qu'on a fait une lettre... Qu'est-ce qui vous gêne? Ce qui nous gêne, c'est que cette pop-up, déjà, elle est imposée par Apple. Elle n'a pas été concertée avec les acteurs, mais effectivement, c'est eux qui ont créé leur écosystème, donc ils créent un petit peu leurs règles. Le problème, c'est que cette pop-up, en Europe en tout cas, n'est pas RGPD compliant. Elle n'est pas RGPD compliant parce qu'elle n'est pas modifiable, elle n'est pas explicite, c'est-à-dire qu'effectivement on prévient l'internaute que l'application va utiliser ses données à des fins publicitaires, mais on n'explique pas pourquoi, on n'explique pas comment. Et en plus de ça, c'est un consentement qui est très binaire, c'est effectivement j'accepte, je n'accepte pas, mais il n'a pas la possibilité de voir la liste des partenaires, etc. Donc c'est pour ça qu'on a fait une lettre à ce sujet-là, parce qu'il ne respecte pas en fait la RGPD en Europe. Et vous pensez quoi? Que c'est de la mauvaise volonté? Que c'est une façon de favoriser son propre business? Non, je pense qu'en fait, Apple pense très worldwide. Leur gros marché est aux US, mais aussi partout dans le monde, et que cette législation en Europe, il faut qu'ils affinent un petit peu la mise en place de cette pop-up. Donc, ce qu'on demande, c'est pas le retrait de la pop-up, c'est tout simplement qu'on puisse avoir un petit peu plus de latitude, en tout cas pour les 2 millions d'applications qui sont concernées, d'éditeurs qui sont concernés par cette pop-up-là, qui puissent avoir de la latitude sur la modification et l'adapter. Alors, de toute façon, quel que soit le résultat de cette lettre, on sait que les choses vont devenir quand même deviennent petit à petit beaucoup plus compliquées pour faire du ciblage publicitaire sur le web. Et quand je dis sur le web,
web, c'est le web mobile et le web fixe, les deux. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, pour revenir sur la question d'Apple, il y avait aussi une complexité, c'est que Apple est aussi un acteur de la publicité désormais. Ils ont leur propre plateforme qui s'appelle Search Ads. Mais dans cette plateforme-là, Apple explique qu'ils n'utilisent que des cohortes, un peu comme le même système de Google Flock. Donc pour leur propre publicité, ils font un système d'anonymisation. Et eux, ils considèrent du coup qu'ils n'ont pas à demander de consentement puisque la donnée individuelle est anonymisée. Mais dans l'écosystème d'Apple, sur les applications iOS, il y a pourtant encore un outil de ciblage individuel qu'on appelle chez Apple l'IDFA, ou alors on peut aussi appeler ça un Advertising ID. On peut aussi dire que c'est le cookie des apps. Et ce cookie des apps, il est à la disposition des éditeurs d'applications, sous réserve qu'ils aient le consentement, worldwide désormais, pour faire une publicité ciblée. Et du coup, effectivement, l'écosystème applicatif, et notamment celui d'Apple, va désormais devenir préférentiel pour les annonceurs pour faire une publicité ciblée et va être plus performant que le web. Alors sur les applications, on y vient. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des cookies dans les applications? On a parlé de l'IDEA, donc les cookies d'Apple. Est-ce qu'il y a des cookies d'annonceurs classiques dans les applications? Non, alors effectivement, le domaine applicatif reste sur cette notion de device ID, donc IDFA côté Apple et GAID qui est l'équivalent côté Google. Merci Android. Donc on est vraiment sur un écosystème sur du device ID. Un device ID qui est beaucoup plus périn en termes publicitaires et même de suivi de mesure, parce qu'il a à peu près... Device ID, juste pour traduire, ça veut dire qu'il dépend de l'appareil que j'utilise. Exactement. Et non pas de l'application. Exactement. Il n'est pas géré dans le navigateur web, il est géré plus bas dans le système d'exploitation. Ni dans le logiciel applicatif, c'est vraiment dans l'appareil. Et donc il a la durée de vie de votre téléphone, donc c'est-à-dire à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Donc c'était quelque chose de très périn. Là où le cookie était déjà, même précédemment, même si on oublie tous ces sujets-là, avait une durée de vie de 15-30 jours à peu près. Donc c'était vraiment très différent. Et donc en fait sur l'écosystème mobile, on a le web mobile qui exploite du cookie et donc qui est soumis effectivement à Google Privacy Sandbox en partie, notamment sur Android, et Safari en fait et Firefox avaient déjà bloqué plus ou moins les cookies, donc ça devient vraiment très très restreint. Là où sur le domaine applicatif, effectivement, on est sur du device ID. Le bénéfice de l'applicatif, c'est qu'on a accès à une donnée de géolocalisation, notamment qui est très propre du coup au mobile, parce qu'on l'a toujours avec soi et tout le temps parmi nous. Et donc on arrive à suivre le déplacement de millions de mobinautes, alors de façon agrégée en segments d'audience, ce qui permettait à la fois des insights, à la fois du ciblage et à la fois de la mesure. Là où on ne l'a pas sur la partie web mobile. Mais le web mobile a aussi la capacité et va pouvoir se renouveler, revenir sur des ciblages un peu plus historiques qui vont être des ciblages contextuels, finalement, de recibler des catégories, des sites spécifiques parce qu'on veut adresser une audience derrière, du ciblage sémantique aussi, on va pouvoir cibler des mots-clés, des articles qui contiennent des mots-clés et continuer à faire du search, notamment via Google, sur la partie web mobile. Et on a aussi tous les ciblages de contenu, donc vidéo, images, qu'on va pouvoir continuer à adresser. Donc la publicité personnalisée n'est pas morte en tant que telle, elle sera juste différente, elle reviendra un petit peu sur des basiques et elle sera un peu plus maîtrisée. Donc on n'est pas dans une phase d'innovation là. C'est clairement un retour vers le futur. On nous ressort des technologies de ciblage des années 90 et 2000, le ciblage contextuel, parce qu'on n'a plus la capacité, on anticipe la fin d'un ciblage individuel sur le web. C'est quand même, on ne va pas se mentir, une catastrophe pour beaucoup d'acteurs de la tech qui avaient tout construit autour de cette notion de ciblage individuel parce que ça avait une plus grande performance et une plus grande efficacité, un meilleur niveau de monétisation pour beaucoup d'éditeurs. On entend ce chiffre de moins 50% sur les revenus publicitaires pour beaucoup d'acteurs lorsque on durcit les règles et du consentement et qu'on anticipe la fin des cookies. Donc c'est quand même une mauvaise nouvelle. Le point quand même que moi je tiens à relativiser, c'est que de toutes les façons, le web, quoi qu'on dise, c'est déjà un inventaire qui devient minoritaire. Les audiences ont basculé sur le mobile et sur le mobile, les audiences ont basculé dans les applications. Donc, toutes les façons... Alors ça, est-ce que je voulais quand même qu'on discute de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vérifié? Est-ce qu'on a vraiment basculé dans les applications plutôt que le web mobile? On en parlait juste avant avec Jérôme, mais c'est vrai que c'est très compliqué en fait d'avoir des vrais chiffres clairs dessus. Déjà parce que c'est très changeant et c'est des usages qui sont très différents. Le web mobile, ça va être ça va être parcellaire, c'est-à-dire qu'on va faire plein de connexions mais de façon très courte, là où l'applicatif va être plutôt sur de la fidélisation et va avoir un temps passé effectivement beaucoup plus long. Mais j'aurais jamais autant d'applications que je consulte de sites sur mon web mobile. Moi, je vais vous donner quelques chiffres. On sait qu'aujourd'hui, les 2/3 des audiences se font sur mobile. Ça, c'est des chiffres confirmés à peu près par tout le monde, y compris Médiamétrie. On sait aujourd'hui, c'est des chiffres qui ont pratiquement 5 ans, que 90% du temps mobile est dans les applications.
Ça, c'est un chiffre énorme qu'on a souvent tendance à oublier, mais c'est une réalité. Le temps C'est du mobile, temps, c'est du oui. temps in-app. Et moi, j'ai refait le calcul pour notre débat de ce matin sur un classement qui est le classement OJD ACPM. C'est le classement des plus gros sites médias français. Il n'est pas exhaustif, il manque Google, il manque Facebook, mais en tout cas, il donne une bonne indication des tendances. Et c'était un classement qui, pendant longtemps, était majoritairement web. Et selon mon calcul, aujourd'hui, 52% des visites du classement OJD se font dans les applications. 75% des inventaires médias se font dans les applications. Donc, on est non seulement dans du mobile first, mais on est désormais dans de l'app first. Si je vous donne un chiffre, par exemple, qui est celui de l'équipe a 81 millions de visites pour son site web, 104 millions de visites pour son application. Et l'équipe a 456 millions de pages vues par mois dans son site web et plus d'1 milliard de pages vues pour son application. Donc on a basculé dans des inventaires qui sont des inventaires principalement applicatifs. Mais là, ça favorise quelques marques, parce qu'encore une fois, on ne peut pas avoir 1000 applications sur son smartphone. Le temps qu'on y passe, il est très précieux, j'imagine, pour les annonceurs, mais on va passer du temps sur combien en moyenne d'applications? 5, 6? Et c'est vrai, et c'est là où ça va renforcer en fait les GAFA dans leur existence. C'est-à-dire que effectivement, le temps passé est beaucoup porté par l'INAP, beaucoup porté par les réseaux sociaux dans la globalité. Les investissements publicitaires sont très portés par Google et Facebook finalement. Donc ça va renforcer leur position. Ça va renforcer la position des réseaux sociaux, de Google et d'Apple. Donc c'est vrai que c'est là où ça va être un petit peu compliqué, là où il y avait beaucoup d'acteurs, tout un écosystème qui s'était créé autour de Google et d'Apple, qui ont créé des structures, beaucoup de French Tech, de start-up, d'ailleurs dans tous les pays. Là, ça va remettre un frein et il va y avoir des nouvelles règles qu'il va falloir appliquer. Et en plus de ça, c'est vrai que plus globalement, on a aussi la Convention citoyenne pour le climat, donc il y a un enjeu politique également, qui n'est pas vraiment en faveur de la publicité, encore moins personnalisée. Et donc, ça va être aussi un enjeu. Donc, il y a un enjeu législatif, technologique, mais aussi politique qu'il va falloir prendre en compte. Donc, il faut absolument que le marché, les annonceurs, il est urgent de comprendre vraiment tous ces enjeux-là et de le suivre, parce que ce n'est pas tout à fait nouveau. Google Privacy Sandbox, ils l'ont lancé en 2019. On l'a vu venir au fur et à mesure. C'est pas tout à fait fini. Ce qu'on se dit là ce matin, ça se trouve dans 4 mois, ce sera radicalement différent parce qu'ils auront pris un autre angle. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut suivre. C'est terrible parce qu'en fait, vous dépendez. Il y a tout un secteur, des acteurs, un écosystème qui dépend de où vont finalement aller Apple et Google. Oui, alors là, il y a des véritables questions, effectivement. Moi, j'estime qu'en France, les GAFA représentent entre 90 et 95% de la publicité mobile. Et si on élargit un petit peu, on est peut-être à 75% sur l'ensemble de la pub digitale. Donc, c'est effectivement des acteurs qui sont en position dominante. Certains sont de facto jugés partis. Et il y a un débat qui est parfaitement légitime sur la privatisation de la privacy. Qu'effectivement, on demande finalement à des acteurs qui sont des acteurs de la pub de mettre en place les infrastructures de la pub. Et Google, par exemple, ne s'est pas tourné vers l'IAB, mais s'est tourné vers le W3C pour travailler sur la sandbox. Donc ça pose aussi des questions sur la représentativité des acteurs de la pub, ces petits acteurs face à ces géants, qui les écoutent gentiment, mais qui n'appliquent pas forcément leurs demandes. Et là, il faudra effectivement discuter avec les régulateurs, peut-être, pour s'assurer que le nouvel écosystème qui est en train de se créer est équilibré. Mais les régulateurs, paradoxalement, parfois en France, ils donnent raison aussi aux GAFA. Donc ça devient assez compliqué d'avoir la CNIL et Apple qui travaillent main dans la main contre les propres acteurs français de la pub. Et s'ils arrivent à se mettre d'accord sur des règles. Oui, mais si ça se fait aux dépens de nos acteurs nationaux, on peut aussi se poser la question de la pertinence de certains choix qui peuvent être faits. Et il y a un débat qui devrait du coup être peut-être plus politique que juridique. Est-ce qu'on veut ou pas des acteurs européens ou français capables de rivaliser avec les grands groupes américains ou chinois? Les Chinois ont fait ce qu'il fallait, les Américains ont des super champions. En France, on en avait, on est en train de les fragiliser. Donc là, il y a un débat politique qu'il faudrait peut-être effectivement mener. Alors, on est connecté par visio, je crois, avec Thomas Fagot, fondateur et président de Mob Success, qui est un spécialiste de la génération de trafic sur mobile. Bonjour Thomas. Merci de nous rejoindre dans ce débat. On a pas mal avancé. Peut-être qu'on n'a pas encore abordé à quoi ressemble cette publicité in-app, qui serait peut-être un futur de la publicité ciblée. À quoi ça ressemble et quels en sont les avantages? Bonjour, effectivement, la publicité in-app propose des formats assez spécifiques, contrairement au web mobile.
L'un des formats phares aujourd'hui est l'interstitiel, lorsqu'on ouvre une application, le fameux bandeau qui s'ouvre avant d'avoir accès au contenu. C'est un format qu'on exploite encore beaucoup aujourd'hui, car il est assez impactant et on sait que tout le monde peut le voir. Donc ça fait partie des formats qu'on privilégie beaucoup dans cet environnement, qui existent sur le web mobile, mais souvent avec un comportement beaucoup plus approximatif. C'est pour ça qu'on l'emploie plus en natif. Et quels sont, selon vous, les avantages de cette application? Est-ce que ça peut représenter demain comme marché pour la pub? Ouais. Pour nous, en fait, la publicité, c'est toujours fait uniquement sur les applications in-app. On achète à peu près 2 milliards d'impressions chaque année, parce qu'en fait, on est des apps natives. On a commencé le marketing par ce biais, et effectivement, en fait, l'INAP propose de la donnée de géolocalisation plus fiable, propose le fameux IDFA ou GAID qui permet d'identifier un mobile-note et qui nous permet de faire de la réconciliation et du ciblage par rapport aux impacts des campagnes. Donc c'est un environnement qui est, à notre sens, plus qualitatif, en tout cas dans une stratégie publicitaire, et surtout qui ne dépend pas des cookies, ce qui est plutôt aujourd'hui pour nous une bonne nouvelle. Mais on reste quand même dans une dépendance Google-Apple, y compris avec cette pub ciblée in-app. Alors, il y a des initiatives qui sont lancées pour amener un peu de positivité quand même dans ce débat. Il y a des initiatives. Il y a ID5 qui vient de lever 6 millions il y a quelques jours, qui propose un ID un peu unique et justement en dehors de ces écosystèmes, alors qui s'appuie évidemment sur l'écosystème des GAFA, mais qui propose un ID un peu différent. Il y a aussi un collectif Swan que j'ai vu passer qui permet aussi une approche similaire, c'est-à-dire d'avoir des ID un peu différents de Google et d'Apple et qui pourront être travaillés effectivement en programmatique. Donc c'est des initiatives qui sont bonnes, qui lèvent des fonds, donc qui portent de l'intérêt. Après, il faudra voir évidemment si ça peut perdurer dans le temps. Moi, effectivement, je commence à faire le deuil de l'open web et on a un marché du digital qui va ressembler peut-être au marché des consoles, avec 3 ou 4 grandes entreprises qui vont effectivement contrôler tout un écosystème, imposer leur technologie. Et il faut reconnaître que dans l'environnement in-app, il y a aujourd'hui 2 acteurs. Peut-être qu'il y aura un Chinois bientôt avec Huawei qui veut être ce 3e grand écosystème, mais il n'y a pas d'Européen, c'est clair. Et Google et Apple aujourd'hui définissent les règles, et l'IDFA d'Apple ou le Google ID sur Android reste aujourd'hui effectivement utilisé. Et puis les boîtes comme Mob Success qui ont fait ce choix technologique aujourd'hui ont un coup d'avance sur le marché, parce qu'elles vont pouvoir gérer cette révolution des prochaines années, là où ceux qui avaient misé sur le cookie vont avoir besoin de changer complètement de socle technologique. Une dernière question, mais très rapidement, Thomas Fagot, on arrive à la fin de ce débat. Qu'est-ce que pourrait représenter ce marché de l'INAP dans 1 an, dans 2 ans au niveau mondial ? Alors, au niveau mondial, je ne pourrais pas prétendre y répondre, mais je pense qu'il devient assez majeur. D'accord. Allez-y. Je pense qu'il devient assez majeur, et il ne faut pas oublier aussi que le marché in-app aussi, il y a une grosse partie de la publicité qui est concentrée aussi sur toute la partie gaming, avec beaucoup de jeux qui sont financés exclusivement par la publicité. C'est pas parce que les gens jouent que c'est pas les gens qu'on souhaite cibler. C'est que traditionnellement, on allait chercher des supports très premium ou conseils comme premium. Aujourd'hui, on a tous les utilisateurs qu'on peut toucher au sein des apps de jeu. Et je tenais à rajouter aussi, contrairement au trafic web, finalement, la publicité in-app, c'est un trafic qui est plus captif. Et on pourra également s'appuyer à terme certainement sur la donnée loguée, qui sera de plus en plus présente au sein de ces applications, pour finalement faire des choses assez similaires qu'avec un cookie ou un IDFA, sans être dépendant des GAFA. Merci beaucoup. Merci Thomas Fagot de nous avoir rejoint, fondateur et président de Mob Success. Merci Vadim Vichman, général manager de Wiz Genève, rapporteur de la commission publicité au sein de la Mobile Marketing Association France. Et merci à Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile, spécialiste du marketing mobile, pour ce plateau que vous nous avez organisé. On a vu aussi combien ce débat n'était pas seulement juridique, mais également politique. À suivre, c'est une autre actu dans le mobile. Là, c'est LG qui, lui, a choisi d'abandonner le marché des smartphones, et la décision est mondiale. Elle prendra effet dès cet été.